spécificités techniques de la Xbox Series X et de la PS5. Désolé, je suis encore un petit peu malade. Donc, on va parler des specs et quels sont les points forts, points faibles de chacune. Et si on devait choisir sur le papier, laquelle des deux serait la plus intéressante d'un point de vue hardware, d'un point de vue software. Donc, commençons tout de suite. Donc, le processeur, c'est l'équivalent, on va dire, d'un Ryzen 7 3700X, aussi bien pour la Series X que pour la PS5, même si la PS5 on a 3,5 GHz, fréquence variable. On va dire léger avantage à la Series X sur ce point. Pour la partie graphique, là, en termes de puissance brute, donc les teraflops, c'est le nombre d'opérations à virgule flottante que peut faire le GPU à la seconde. Donc, on voit qu'il y a donc quasiment 2 teraflops de plus sur la série X. Donc ça, c'est la puissance pure. Après, en jeu, comment ce sera exploité, c'est pas évident qu'on sente, je pense, réellement une différence, même si on a plus de compute units du côté de la Xbox. Il y aura le DirectX 12 Ultimate comme sur PC, donc les jeux seront plus facilement portés comme sur les jeux PC. Et à mon avis, il vaut mieux plus de compute units à une cadence plus faible que moins à une fréquence plus élevée, à mon avis. Parce que la base d'un GPU, c'est pouvoir faire des calculs parallélisables. Afficher une partie va peut-être afficher une partie de l'image, une autre compute unit, une autre partie, ainsi de suite. Donc, comme un GPU doit être très bon en calcul parallèle, il vaut mieux, je pense, privilégier effectivement plus de compute units. Mais avec le problème, comme nous sommes sur une console, les problèmes de refroidissement, etc. Donc, la fréquence du GPU est moindre. Après, il faut aussi savoir, ce qui avait été noté, c'était que la fréquence du GPU de côté PS5, c'est le boost auquel ça peut monter. Donc je pense qu'il sera pas forcément toujours à 23 GHz. Ça pourra aussi être plus bas en fonction de comment la console est refroidie à un instant T. Donc architecture GPE, c'est la même chose. RAM, c'est la même chose. Donc bande passante mémoire. Donc la PS5, toute la mémoire graphique GDDR6 est à la même bande passante. Et la Xbox Series X, c'est subdivisé. Et c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose, je m'explique. Si on considère qu'on va garder les 10 Go de mémoire vidéo pour juste la partie carte graphique, vu que c'est une mémoire unifiée, et la partie 6 Go pour l'OS et tout ce qui va être comme sur un PC la RAM, c'est plus intéressant d'avoir pour la partie vidéo un plus haut débit que tout au même débit à mon avis. Après c'est un choix d'architecture, mais je peux comprendre que la partie vraiment OS et RAM soit un peu plus basse. Donc le ray tracing, il y aura, à voir si c'est bien supporté, si tous les jeux vont l'implémenter, si ce sera bien utile. En tout cas, moi je dirais léger avantage à la Series X sur le papier, vu qu'il y aura DirectX 12 Ultimate qui va le supporter. Donc quand un jeu sera développé pour PC, ce sera aussi activé pour cette nouvelle Xbox. Au niveau du stockage, là, c'est le nerf de la guerre, vraiment. C'est là où on a la grosse différence sur cette génération. Alors, en termes d'avantages, la Series X a un SSD, donc NVMe, donc avec des débits ultra rapides, de 1 Tera, contre seulement 825 Go pour la PS5. La PS5 a l'avantage
des taux de transfert bruts sur son SSD. Après, il faut savoir que pour charger en jeu et en l'utilisation normale, pour comparer avec une analogie sur le PC, ça c'est des vitesses de transfert séquentielles. Ça traduit pas du tout la fluidité de la console, ça traduit pas le chargement des jeux, il n'y aura pas une grosse différence. On va être honnête. C'est ce qu'on voit quand on regarde les benchmarks entre des SSD SATA et des SSD NVMe pour charger les jeux sur PC. Il n'y a pas une grosse différence. Ça va pas changer des masses. Ça va être kiff kiff bourricot, on va être honnête. Ce qui est surtout intéressant, et ça c'est à vous d'en décider, j'ai envie de dire, c'est pour ajouter du stockage. Du côté de la série X, on aura donc un slot propriétaire. Donc, qui dit propriétaire dit à tarif qui veulent, vendu par qui veulent. On pourra pas mettre forcément, comme pour la PS5, son SSD NVMe qui devra être entre guillemets certifié Sony, mais on pourra l'acheter sur Amazon quand il y a une vente flash, voilà. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir une carte propriétaire parce que les SSD ultra rapides comme ça qui utilisent donc le PCI Express 4.0 pour ces taux de transfert là, ils chauffent énormément. Et s'ils sont mal refroidis, bah, ils peuvent claquer, les performances vont être très mauvaises. Donc pourquoi ne pas imposer effectivement un format propriétaire avec un refroidissement intégré pour garantir les performances et la durabilité du matériel. Ça me semble pas forcément une mauvaise chose parce que je ne sais pas combien de gens Kevin vont acheter un SSD sans mettre de radiateur dessus et après oh c'est lent, ça marche pas. Donc voilà, mon sens c'est pas forcément une mauvaise chose, même si je suis pas forcément pour les formats propriétaires, on va être honnête. Stockage externe, disque dur USB, disque dur. En 2020, un stockage en disque dur. Ouais, no comment, mais c'est la même chose. Blu-ray 4K c'est la même chose, 8K, 100 Hz, ça c'est la même chose. On ne sait pas sur un support VR sur la série X, mais bon, j'ai jamais trop essayé de jouer en VR, mais ça m'intéresse pas des masses à titre personnel, ça c'est à vous de voir. Cloud gaming, donc il y aura xCloud côté Xbox et PlayStation Now côté PS5, donc ça va être grosso merdo la même chose, mais PlayStation Now je crois qu'on ne peut pas jouer sur smartphone, alors que xCloud on peut jouer sur son smartphone, ça c'est à vous de voir vos préférences. Moi je sais que jouer sur un smartphone avec une petite manette ça peut toujours dépanner si on n'est pas chez soi, si on veut jouer, on est dans les transports en commun, le train, etc. Ça peut être sympa, si on a bien sûr une liaison en 4G, voire 5G dans un futur proche. La rétrocompatibilité, euh, donc on a la rétro côté Sony, donc c'est certains jeux PS4, pas tous. Côté Microsoft, gros avantage, tous les jeux Xbox One, car oui, la Xbox One, elle tourne déjà sur Windows 10, un Windows 10 très épuré, certes, mais comme la série X tournera aussi sous Windows 10 comme les PC actuellement, il n'y a aucun problème de compatibilité, c'est comme un PC où on upgrade. Il n'y aura pas de problème. Et les jeux Xbox et Xbox 360, ceux qui sont compatibles, c'est ceux qui sont déjà compatibles avec la One. Gros avantage aussi pour l'Xbox One, bon, moi j'ai une Xbox One hein, déjà. Je vais pouvoir garder mes manettes, ça c'est cool. Faut pas tout racheter, ça c'est sympa. C'est bien de pouvoir, on va dire, pérenniser ses périphériques. Bon, il y aura une manette une nouvelle en plus. Bon, elle va pas révolutionner le genre, on va être honnête. Il y a un bouton cher, je crois, de mémoire, qui était sur la PS4, pas sur la One. Donc ouais, ça peut être sympa. Bon, tout ce qui est port USB, il n'y a pas grand chose à raconter, hein, c'est du classique. Un port à l'avant si on veut mettre une manette filaire, deux ports à l'arrière si on branche un disque dur.
Donc le port HDMI, c'est le même sur les deux consoles, donc on pourra aller jusqu'en du 8K pour les films, pas les jeux. Et du 4K 120 Hz, ouais, ça me paraît quand même compliqué. Parce qu'avec une puissance de 12 teraflops, c'est équivalent en puissance brute à une 2080 Ti, qui est juste un poil au-dessus. Une 2080 Super, et tous les jeux ne tournent pas à 4K, en 4K à 120 Hz. Exemple concret, Red Dead Redemption 2 sur une 2080 Ti, qui est la carte la plus haute pour le grand public chez Nvidia. Le jeu tourne pas en 4K 60 fps. Donc 4K 120 Hz, 120 fps, ça me paraît compliqué. Ça va être, ouais, des petits jeux, des Minecraft Dungeons, du Minecraft, oui, oui, oui. Si les jeux sont pas trop exigeants, oui. Les gros jeux, les triple A, où il y a énormément d'effets graphiques, 4K 120 Hz, ça me paraît compliqué. Surtout qu'on va être honnête, souvent, moi j'ai une télé 4K, ok, je l'ai pas payé tellement cher, mais elle est à 60 Hz. Donc, les 120 Hz, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Et si on veut être joueur compétitif, bah, à du Counter-Strike ou ce genre de choses, eh ben, on privilégiera toujours le PC. Donc, moi j'aurais préféré qu'il soit plutôt honnête là-dessus, soit l'un et l'autre, et qu'il garantisse plutôt 4K 60 FPS. Ça me semble atteignable. Et pas 4K 100 Hz. Et il ne parlait pas du 8K pour les jeux. Ça va être 8K pour les films, pour les futures télé, etc. Pour être un peu plus future-proof. Et pas les jeux. Donc couleur, bon bah ça c'est l'esthétisme. On va pas discuter de là-dessus. Date de sortie. euh, Ça c'est... Bon, on va pas parier là-dessus parce que avec ce qui se passe actuellement... Ouais, je sais pas trop. Je ne sais- Si ça sort pour fin 2020, ce sera très bien. On va s'estimer heureux. Il manque une information essentielle, c'est le prix. Donc pour la PS5, il parle d'un prix entre 450 et 500 dollars, ou équivalent en euros. Et la série X, je pense qu'on sera dans le même tarif, elle va s'aligner, ils vont pas la vendre plus cher. Parce que, on va être honnête, quand on a tous ces potes qui ont choisi une console, bah on va prendre la même. Et après c'est fini, une fois que tout le monde a acheté plus une console, pour attraper les parts de marché, c'est foutu pour cette gêne. Donc moi, mon avis personnel, si je devais choisir entre les deux, je pencherais plutôt pour la série X parce que comme j'ai déjà une Xbox One, bah, je vais garder les jeux, je vais garder les manettes. En termes de puissance brute, elle a l'air mieux. Après, peut-être le point négatif, c'est peut-être pour le stockage, format propriétaire, ça risque de douiller en termes de tarifs. Mais toujours est-il que, ouais, sur le papier, elle sera un peu mieux. Et on va être honnête, je pense qu'en jeu, pour les jeux, sans parler, enfin, tout exclu mis à part, pour les jeux multiplateformes, ça va être à peu près la même chose, il n'y aura pas un grand écart. Après, si on tient compte du coup de la partie logicielle et des exclus, on serait tenté de dire que Sony aurait un avantage avec tout ce qui est God of War, Uncharted, Horizon Zero Dawn qu'ils avaient utilisé. Ils avaient plutôt un avantage sur la gêne actuelle en termes des licences pures. Mais on voit que Microsoft a complètement changé son fusil d'épaule et a racheté énormément de studios à part pour justement pouvoir toujours proposer plus de jeux aux joueurs. Donc là, on a eu récemment Ori qui est vraiment bien. Ils ont Minecraft. On a les dernières mises à jour sur les versions Xbox de Minecraft. On aura le prochain Halo qui s'annonce forcément bien. À voir s'ils arrivent à nous proposer un Fable 4 qui serait digne de ce nom. Et voilà. De toute façon, je pense que ce qui est aussi la force de la Xbox, déjà actuellement sur la gêne courante, c'est le cross-platform. C'est pouvoir commencer son jeu sur PC, le poursuivre sur Xbox et vice versa. Il y a la sauvegarde dans le cloud et ça c'est ultra puissant. Ce qui fait que
Si par exemple mon gamin veut jouer un jeu sur le PC ou ma femme ou machin, et j'ai juste à continuer ma partie sur la Xbox. Les temps de chargement en plus, bien évidemment, mais ça c'est un autre débat. En synthèse, c'est ce qui est vraiment le point fort par rapport à la génération précédente, c'est effectivement l'ajout d'un SSD qui va réduire considérablement les temps de chargement. Et ça, une fois qu'on y a goûté au temps de chargement très réduit pour les jeux sur PC, c'est dur de revenir par exemple sur la One quand il faut. Je parle par exemple de FF15 quand il faut 1 minute 30 pour charger le jeu, comparé à 10-15 secondes sur un SSD sur PC. Ouais, on n'a plus envie d'avoir des temps de chargement aussi élevés. Donc je pense que c'est des consoles qui sont vraiment pas mal. Pour le prix, si on veut un PC équivalent, il n'y aura pas photo. Donc voilà, après bien sûr, l'avantage du PC c'est de pouvoir rapidement évoluer, de pas être figé en termes d'archi. Voilà, je sais que si je commence à plus pouvoir faire tourner les jeux, dans mon cas, il faudra que je change ma RX 580 par, je sais pas moi, une RX 5700 XT, une RTX 2070, un truc comme ça. Mais voilà, ce sera peut-être moins cher que racheter toute une console, et je serai tranquille nouveau 3-4 ans pour jouer en 1080p. Parce que oui, c'est beau être des cartes pour le 1440p, mais je pense que c'est des cartes 1080p sur la durée. Et après, je pense que sur PC, il y a encore une majorité de gens qui jouent en 1080p parce que la 4K c'est trop cher et le 1440p c'est un peu la résolution entre guillemets bâtarde entre les deux. Donc ouais. Donc voilà, moi j'aurais tendance à plus privilégier la Xbox pour tout ce que j'ai énoncé précédemment. Euh, donc on verra bien ce que vont faire les joueurs, ce qui va être privilégié. Bon, même si on va être honnête, je pense que le marché japonais, ça va être plus PS5. Donc voilà, là-dessus, je vous ai donné mon avis. J'ai analysé les différentes choses pour ces deux consoles. Je vous dis à la prochaine.